Très bien, très bien, très bien. On va donc donner la parole à Alexandre Moatti. Merci Cédric. Je n'ai pas préparé de slide, je vais dire pourquoi, parce que j'ai déjà fait un écrit dont je vous communiquerai l'adresse. Moi j'arrive un petit peu dans cette histoire de la pensée managériale à travers un de mes sujets d'études, un de mes deux sujets d'études, qui est l'histoire de la technocratie française de 1795, création de l'école polytechnique à nos jours, quoi. Et en fait, j'avais travaillé, et je viens des journées d'histoire du management et des organisations qui n'ont pas pu se tenir l'année dernière. Voilà. Donc, mais ceci dit, il nous a semblé à Cédric et à moi-même que ce que je propose pouvait avoir un rapport avec l'histoire de la pensée managériale, même si, d'après tous les débats épistémologiques que j'ai entendus ce matin, le prix d'entrée est fort à payer, comme disait Monsieur David, je crois, tout à l'heure. Voilà, je vais rentrer dans mon sujet d'ailleurs en le justifiant plus encore. Hein. Donc voilà, donc tous ces ouvrages d'inspecteurs, enfin, je m'intéresse à des ouvrages d'inspecteurs des finances de 1954, Maurice Lauré jusqu'en 1971, Jean Saint-Jour, mais on pourrait faire la liste après tout jusqu'à 2016, Emmanuel Macron. Hein. Et pas seulement des inspecteurs des finances, on peut trouver des gens des autres corps, du corps des mines, du corps des ponts. J'ai dressé d'ailleurs dans le papier dont je vous donnerai l'adresse internet toute une liste de ces ouvrages. Et finalement, ces ouvrages ont été assez peu étudiés, sauf pour être critiqués. Alors, on trouve des critiques de Bourdieu, Boltanski dans le Acte de la sociologie, la production de l'idéologie dominante, 1976, un article très connu qui sort de votre domaine. On trouve dans un remarquable temps moderne un article bien plus intéressant, enfin plus intéressant, on va dire, sur l'idéologie technocratique qu'ils appellent d'ailleurs, mot qui est complètement disparu, le technocratisme. Voilà. Donc tout ça pour dire que ça a été étudié de manière critique, ça n'a pas été étudié de manière, on va dire, la plus objective possible. Je ne dis pas que je suis objectif, mais j'essaye de voir un petit peu quels sont les tenants et aboutissants en dehors d'une critique parfois un peu militante, quoi. Donc, ce que je voudrais montrer, c'est l'existence d'une pensée managériale d'État, hein, au sens où ces personnes ont pour projet, hein, pour constitution presque par leur formation, pour prétention au sens souhait du terme, de manager l'État, hein, en fait, hein, et de manager l'État mieux que le font les hommes politiques. En tout cas, dans ces années 60, ça paraît assez clairement. Peut-être se considérant plus intelligents que les hommes politiques. Hein. Et deuxième point qui nous rattache peut-être, je n'en sais rien, à la pensée managériale, c'est qu'ils ont pour prétention de manager les entreprises aussi. Enfin, en tout cas, pas évidemment pas les diriger eux-mêmes, quoique sur les 4 inspecteurs des finances dont je vais vous parler, 3 d'entre eux ont été des très grands présidents de banque. Donc, pas forcément de les diriger eux-mêmes, mais de dire comment l'entreprise doit être dirigée. C'est-à-dire, c'est l'État qui dit comment l'entreprise doit être dirigée. Et ça me paraît intéressant aussi dans cette optique de pensée managériale. Voilà, il y a un méta-niveau où on dit comment les entreprises doivent être dirigées. Donc, voilà, je mets un peu on en a discuté avec Cédric là-dessus. Cédric, lui, voit une longue histoire. Alors, pardon, excusez-moi, je vais donner les 4 personnages dont je vais parler. Donc, Maurice Lauré, inspecteur des finances, qui écrit en 1954, Révolution, une dernière chance pour la France. Je rappelle que Maurice Lauré, c'est le créateur de la TVA, c'est un polytechnicien, inspecteur des finances, créateur de la TVA dans les années 50, imité partout dans le monde. On le sait moins aussi que c'est le créateur d'un contrôle fiscal assez strict,
Hein, le poujadisme de 1956 n'est pas étranger au passage de Maurice Laurey à la direction générale des impôts. Et donc voilà, Maurice Laurey. Deuxièmement, plus connu, Jean-Michel Bloch-Lenné, qui écrit en 1963 pour une réforme d'entreprise, inspecteur des finances lui aussi. Troisièmement, Claude Gruson, un polytechnicien, un ex-mine qui, après-guerre, fait le concours d'inspection des finances. Et un dernier est Jean Saint-Jour, qui est un inspecteur des finances, le seul passé par la nouvelle ENA, quoi, 45. Voilà. Donc, alors en effet, par exemple, pour Bloch-Lenné, c'était notre discussion, Cédric et moi-même, pour Bloch-Lenné et sa réforme de l'entreprise, 1963, on peut voir une longue histoire, en effet, qui va de Bloch-Lenné à la participation gaulienne, puis au RSE de nos jours. Bon, moi, c'est pas mon histoire à moi. Hein, mon approche est différente et à mon avis, l'une n'exclut pas l'autre. Hein, donc voilà, ces ouvrages méritent d'être analysés pour ce qu'ils sont, hein, à savoir une pensée managériale émanant de la haute fonction publique. Hein, donc je l'ai dit, diriger l'État mieux que le font les politiques et dire ce qui est bon pour la gestion des entreprises, dire eux-mêmes et dicter les règles qui doivent être celles de la gestion des entreprises. Hein. Alors, on va rentrer dans des détails. Je vais vous citer quelques éléments. Donc, à commencer, donc, je vous l'ai dit, par Maurice Laurey. Hein, donc, Maurice Laurey, une petite anecdote, hein, quand on entre à l'école polytechnique, c'était le cas en 78, on reçoit une lettre de Monsieur Laurey, PDG de la Société Générale, disant « Chers camarades, vous devriez faire votre compte à la Société Générale ». À l'époque, ça n'existait pas beaucoup, il n'y avait pas le mail, hein, je vous rappelle. Donc, il y a beaucoup de polytechniciens qui sont à la Société Générale. Il y avait déjà comme un contact ainsi créé, n'est-ce pas? Donc voilà, je ferme cette parenthèse. Donc, dans son livre de 1954, alors qui marque peut-être une frontière, c'est intéressant parce que Laurey cite pas mal Tardieu, par exemple, on a complètement oublié l'influence de gens comme Tardieu, qui était, je crois, un économiste, hein, en plus d'être un homme politique. Mais donc, voilà, Laurey en appelle à un État renouvelé, hein, auquel appartient d'animer la refonte rapide des structures économiques françaises. Hein. Donc, il appartiendrait à cet État rénové, fût-ce autoritairement, hein, de susciter les concentrations d'industrie dans tous les domaines. L'intervention de l'État serait également nécessaire afin de réduire les frais généraux de la distribution et de concentrer les points de vente. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant donc, de voir la vision qu'a Laurey à ce moment-là, de ce que doit faire l'État. Il en appelle d'ailleurs de manière assez visionnaire à un État fort, hein, qui se traduira donc la nécessité de confier le pouvoir de rénovation à un seul homme, il écrit ça en 1954, ou un petit groupe d'hommes. Hein, une propagande ainsi menée par des citoyens résolus et dévoués aurait de grandes chances d'aboutir. Ce petit groupe d'hommes, moi, ça me fait songer, mais je fais peut-être trop d'histoire des idées, ça a des accents caréliens, hein, de L'homme c'est inconnu, 1935, qui est la culture de Laurey, bien évidemment. Hein. Donc des hommes persuadés de la vanité de l'esprit revendicatif. Hein, évidemment, si on modifie, si on réforme l'État, on ne doit pas avoir face à soi des revendications, quelles qu'elles soient. Hein. Donc voilà, donc je passe un peu rapidement dans mon texte qui se présente comme un programme de recherche. C'est aussi pour ça que je l'ai proposé pour cette journée, puisque c'était journée de recherche, je crois, enfin, pour un programme de recherche. Je passe à Bloch-Lenné, bon, c'est plus connu, évidemment, quoique assez peu lu. Hein, donc, en 63, bon, je passe dans quel contexte il fait ça, Club Jean Moulin, une encyclique du pape, enfin, à l'époque, tout ça était assez emmêlé. Hein. Donc, il propose la nouvelle entreprise. Hein, donc, et puis on retrouve des termes qui vont être pointés par Bourdieu et Boltanski 15 ans plus tard, 13 ans plus tard, la réforme,
l'innovation, hein, puisqu'ils font, Bourdieu-Boltanski, un dictionnaire des idées reçues à ce moment-là. Hein. Donc, Bloch-Lenné, l'important est de ne pas craindre l'innovation. Hein. Donc, et le terme humanisme aussi, qu'on retrouve chez Louis Armand, du corps des mines, hein, la planification et la libre entreprise ne sont pas des humanismes rivaux. Donc voilà, ça sont des considérations plutôt politiques, mais ce que propose Bloch-Lenné, donc réformer l'entreprise selon lui, c'est encourager la dissociation croissante entre la fonction de propriétaire et la fonction de directeur. Hein, vraiment, c'est de créer presque des hommes nouveaux qui seraient des directeurs au profit de ce dernier, bien évidemment. Hein. Et ce, à rebours du capitalisme qui, selon lui, serait uniquement propriétaire, actionnaire, comme du marxisme qui collectivise. Hein. Donc, et on ne peut pas s'empêcher de penser aussi que dans cette optique de Bloch-Lenné, dans cette optique de l'inspection des finances, il parle aussi parce que le directeur, ce sont eux aussi. Hein. Donc, ce ne sont pas les propriétaires, ce ne sont pas les actionnaires, ce sont eux qui deviennent directeurs. Et d'ailleurs, ils seront patrons de différentes banques, hein, mais ils le disent, ils le promeuvent aussi pour d'autres. Hein. Donc, et alors, ce qui est très intéressant, c'est que voilà, ils vantent le pouvoir directorial contre le pouvoir actionnarial en une nouvelle démocratie industrielle. Hein. Donc, le pouvoir directorial contre le pouvoir actionnarial en une nouvelle démocratie industrielle dans une entreprise réformée. Hein, apte à la direction des grandes entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Je pense que enfin voilà, le statut de fonctionnaire de ces gens est important. Enfin voilà, c'est des personnes qui faut bien dire que le personnel politique a été complètement, enfin, est supposément discrédité. Le personnel politique de la 4e République a été supposément discrédité par l'arrivée de la 5e. Hein. Et donc, De Gaulle fait appel, paraît-il, 2 fois à Bloch-Lenné pour être son ministre des Finances, 58 et 62, il refuse. Il préfère rester à la tête de la Caisse des dépôts et consignations. Et donc, vous voyez, c'est pas aberrant que cette classe de hauts fonctionnaires-là s'estime plus à même de voir que le personnel politique précédent, en tout cas, ce qui est à faire. Donc voilà, après, ça nous ramène à des sujets sur le plan, donc le plan qui est devenu suffisamment indispensable à la plupart des entreprises. Donc voilà, le plan est nécessaire à la plupart des entreprises. Le plan concocté par ces hauts fonctionnaires est nécessaire à la plupart des entreprises. Et par ailleurs, il en appelle même à une autre forme de gouvernance suprême qui est peut-être même au-dessus des corps d'État. Et ça revient chez Gruson aussi. Il en appelle à la création d'une magistrature économique et sociale, hein, avec à son sommet une forme de tribunal arbitral accepté par des parties économiques en litige, quand il y aurait un litige économique, une cour, hein, que sa composition apparenterait, je cite, à la fois au Conseil d'État, à la Cour des comptes et au Conseil économique. Hein. Donc, vous voyez, il y a même une espèce de tribunal arbitral qui est proposé par Bloch-Lenné dans sa façon de réformer l'entreprise. Hein. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette importance idéale en termes d'idées de l'État dans l'économie, presque une quasi-omniprésence. Hein, je pense presque pour Bloch-Lenné, l'État c'est comme un gaz, hein, il doit être partout pratiquement. Une quasi-omniprésence se traduit aussi dans la terminologie. Hein, donc il évoque, et je ne sais pas si c'est pas la première fois que ça apparaît des termes comme ça, le gouvernement de l'entreprise. Donc, il évoque l'entreprise avec des termes issus de la vie politique. Le gouvernement de l'entreprise, la démocratie de la société anonyme, la démocratie industrielle, je l'ai dit, contre la démocratie financière. Vous voyez, donc, c'est ça qui me paraît assez intéressant. Je regarde un petit peu, j'ai accéléré. Donc, voilà pour Maurice Lauré, pour Jean-Michel Bloch-Lenné.
Donc Claude Gruson, alors c'est le seul qui partira pas comme patron de banque, lui. Hein, c'est le fondateur de la statistique au ministère des Finances. Hein, voilà. Et donc lui, alors c'est vraiment le plan qui apparaît comme chez Bloch Lenné, mais c'est le plan qui est l'entité arbitrale suprême. Ça a été un très grand défenseur du plan, Gruson. Donc, il considère que le plan doit apporter, c'est le plan qui doit faire l'aplanissement des dissensions internes à la société. Hein, c'est-à-dire que s'il y a des débats politiques, ils doivent être réglés par le plan. Ils doivent être réglés au moment de la discussion du plan. Mais ce qui n'empêche pas aussi de faire comme chez Bloch Lenné, l'appel à une instance publique nouvelle, hein, une cour économique suprême forte de 10 membres indépendants, figurant dans la Constitution, décidément, que pourrait saisir tout groupement, soutenant que le plan n'aurait pas pris en compte une possibilité d'action. Enfin, je sais pas, moi, ça me paraît être vraiment des personnes qui ont une pensée gestionnaire, en tout cas, à ce moment-là, même si ça ne s'est pas traduit par effectivement ce qu'ils ont proposé. Donc, on peut imaginer, quand Gruson imagine cette superstructure-là, d'une Cour suprême, est-ce que ça annonce les agences indépendantes et autres organismes de régulation que nous connaissons maintenant? Voilà, ce qui m'intéressait, c'est de faire l'histoire de ces années 60 là. Pour terminer par Saint-Jour, donc, oui, juste un mot sur Gruson, c'est quelqu'un qui est protestant qui termine son livre par l'espérance du plan, l'espérance avec un grand E, c'est-à-dire que c'est vraiment le plan est une espérance évangélique, il prononce ce terme, c'est-à-dire que une hypothèse d'action, un pari sur lequel s'engager. Il y a vraiment une spiritualisation du plan et ce qu'il recouvre qui est tout à fait étonnante de nos jours, quoi. Donc voilà. Le dernier ouvrage 71, lui aussi par Jean Saint-Jour, qui sera président du Crédit National, qui a aussi plusieurs fils à l'heure actuelle qui sont des patrons de banque. Hein. Donc là, c'est, pardon, excusez-moi, j'ai autre note. Oui, ce que je voulais dire sur Gruson aussi, c'est pour eux, c'est des visions totalement apolitiques. Hein, enfin, ça, on pourra en discuter. C'est des visions purement organisationnelles, hein, aussi bien pour Bloch Lenné que pour Gruson. Et c'est pour ça que je souhaite le rattacher à l'aspect managérial. Mais bon, voilà, je soumets ça. Saint-Jour, je passerai plus rapidement. Il s'élève, c'est assez curieux de voir ça, il s'élève contre un livre, lui-même est en réaction, comme Bourdieu a été en réaction contre un certain nombre d'ouvrages à l'époque, lui-même Saint-Jour est en réaction contre deux ouvrages très particuliers. Il ne comprend pas comment des marxistes ou anciens marxistes peuvent contester les choses. Il s'élève contre l'homme unidimensionnel de Marcuse et surtout contre, enfin je connais mieux en tout cas le deuxième, contre le livre de Lefebvre 1967, qui est un livre très intéressant, d'Henri Lefebvre, hein, sur ce qui s'appelle Contre les technocrates, position de point contre les technocrates, titre assez bizarre, qui sera réédité en 71 sous le titre Vers le cybernanthrope. J'utilisais beaucoup travaillé sur cet ouvrage dans mon habilitation sur les termes du transhumanisme, ce qui est mon deuxième sujet de recherche. Donc voilà. Et Saint-Jour, voilà, on a l'impression de quelqu'un qui ne comprend pas du tout ce qu'est la science sociale ni le marxisme, ni comment on peut être opposé à la société de consommation, puisque Lefebvre est opposé à la société de consommation. Et son ouvrage d'ailleurs s'appelle Vive la société de consommation. Hein, donc, alors, au point de vue méta-gestion, c'est-à-dire de dire ce qu'il faut faire, lui, il dit, Saint-Jour, il dit, il faut faire un effort d'information à faire envers la population. Hein. D'ailleurs, la technocratie gagnerait en occasion de formuler les problèmes qu'elle a à résoudre. Hein. Donc, il paraphrase la fameuse formule de Lénine, hein, la fraternité pratique, c'est la télévision plus l'informatique, c'est-à-dire
informons sur nos réformes, etc. Donc, en 1971, c'est intéressant de voir ça. Il faut communiquer sur les réformes. Hein. Il y a un dernier chapitre. Il se trouve que Saint-Jour le cache pas, et protestants aussi. D'ailleurs, ils ont beaucoup travaillé ensemble. Gruson, ça fait partie de réseau d'amitié. Claire Andrieux l'avait souligné, ça, que cette affinité spirituelle entre les deux hommes. Mais alors, Saint-Jour est plus jeune, hein, à 20 ans de moins, à 15 ans de moins, et son dernier chapitre, il est aussi dans une forme de spiritualité, mais alors chacun doit pouvoir se construire un Dieu à la carte. Je cite, c'est vraiment tout à fait étonnant, hein, l'homme moderne est en mesure de se composer Dieu. Et là, vraiment, on est obligé de faire le parallèle avec l'homme qui se construire son propre parcours dans le fameux néolibéralisme, etc., jusqu'à se construire son propre Dieu. Voilà, bah, écoutez, j'en ai à peu près terminé. Je vais je cite encore une autre anecdote dans mon parcours du corps des mines. C'était un after work comme on disait à l'époque, avec le patron de la BNP, qui est un X-Lim, Jean-Laurent Bonafé. Et ça m'avait beaucoup étonné. Il commence son discours par « Moi, je défends l'intérêt général à la tête de la BNP ». Si vous voulez, donc, bon, on peut légitimement se demander qu'est-ce que c'est que défendre l'intérêt général à la tête de la BNP, avec des grosses affaires, des grosses amendes, etc. Donc voilà, mais c'est très particulier. Je pense qu'il y a comme ça une filiation qui existe dans les grands corps d'État et qui nous permettent de parler peut-être d'une pensée managériale d'État, en tout cas qui mérite que ces livres, je l'ai fait pour les années 60, mais j'en ai dressé toute une liste pour les années suivantes, soient étudiés pour ce qu'ils nous disent, quoi, et pas seulement pour critiquer que c'est une idéologie dominante, ce qui n'est pas faux, certes, mais les deux approches sont, à mon avis, complémentaires, de même que c'est complémentaire avec tout ce qui est la participation, la RSE, etc. Mais voilà l'angle d'approche que je souhaitais proposer sur ce corpus, en m'excusant d'avoir été un peu passant d'un texte à l'autre, puisque j'avais déjà rédigé. Voilà. Merci de votre attention. Merci à toi. Peut-être une ou deux interventions, questions par rapport donc à ces inspecteurs des finances. Je ne sais pas si Armand Hatchuel voudrait... Je vais dire merci parce que c'est des gens de la famille, si je puis dire. J'ai baigné pendant des années là-dedans. Et donc, c'est absolument criant de vérité. Et même, on peut poursuivre, on pourrait prendre des gens plus contemporains encore. Ma suggestion, peut-être, serait justement de revenir à Fayol. Alors, Fayol, donc, c'est évidemment les années 20, il est mort à peu près en 25, et il a un gros conflit, justement, avec les prémices de cette pensée-là, qui est le Châtelier. Et or, c'est ce moment-là qu'on vient de publier donc, aux Presses des Mines à nouveau le traité fayolien. Et en fait, il y a une dispute sur la notion d'administration. Et managériel, le mot n'existe pas hein, pour eux. Mais c'est la question de qu'est-ce que c'est l'administration, la théorie administrative. Voilà. Et donc, peut-être qu'il faudrait regarder eux, mais revenir un peu après. Et on sait que Fayol donne des boutons à Le Châtelier au point qu'il l'empêche de rentrer à l'Académie des sciences, alors que Fayol a eu un prix Nobel dans son usine, quand même, 1920, le prix Nobel de Guillaume, et de physique. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, comment on passe des années 20, 30, et en même temps, il y a le CNRS qui commence à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a aussi le grand état-major administratif de la science qui commence, Perrin, etc. Voilà, moi, c'est ça qui me semble intéressant, c'est peut-être de comparer aux années 20 pour voir la brutalité peut-être de la transformation.
Cédric travaille sur De Teuf. Moi, j'ai beaucoup regardé De Teuf. De Teuf meurt en 45, je crois, ou 45. 47. 47, c'est ça. Avril. Il fait les séminaires du jeudi avec Allais, mais Allais, à l'époque, plus jeune. Allais, à mon avis, a influencé ces gens-là. Je peux me tromper, mais Allais peut-être dans la mouvance des gens que tu as étudiés, Alexandre, non? Oh, allez, oui, enfin, j'ai étudié à l'aise sur l'aspect physique et relativité. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais non, je suis pas remonté en arrière. Moi, j'ai juste mentionné Tardieu comme inspirateur possible de Lauré. C'est vrai que je suis plus tenté par regarder vers l'avant, mais tu as raison qu'il faut regarder en arrière aussi, bien sûr. Non, mais c'est juste pour voir le choc, quoi. Oui, comment, oui. De Teuf, à mon avis, n'est pas dans cet esprit-là. Enfin, Cédric, si tu l'étudies, il n'a pas, en 38, 36, quand il écrit Construction du syndicalisme, il n'est pas dans, je ne crois pas qu'il est dans le bloc Lenné. Donc, voilà. Et donc, il s'est passé quelque chose, et je pense que c'est l'hypothèse que tu as toi-même émise en disant il y a la rupture, quoi. La cinquième c'est une énorme rupture et ramène un messianisme d'État, en quelque sorte. Très intéressant. Mais Bloch Lenné est inspiré par De Teuf. Il y a, pour les 20 ans de la mort de Teuf, la Ségos organise une petite réunion et il y a un numéro, je sais plus, il y a une petite revue qui paraît. Dedans, il y a un texte de Bloch Lenné qui revient sur l'intérêt de Teuf. Et bon, Bloch Lenné aussi à côté parle sur l'économie concertée. Et on voit bien chez De Teuf l'économie concertée aussi. Alors, avant-guerre, ça passe par effectivement une alliance entre les syndicalistes et les patronats, c'est le corporatisme. Et après-guerre, alors il n'a pas trop le temps de voir ça, il meurt de manière un peu subite en 1947, mais il défend la planification, il défend les comités d'entreprise, il défend cette nouvelle économie qui est l'économie, ce que Bloch Lenné écrira un petit texte qui s'appelle l'économie concertée. Donc voilà. Et effectivement, oui, il est ami avec Maurice Allais. Et on le sait moins, on n'a pas encore mis la main sur le texte, mais le grand ouvrage d'économie très mathématique de Maurice Allais, il y a une postface d'Auguste De Teuf de quelques pages. Alors, mais ça m'étonnerait qu'il ne soit pas à la bibliothèque de l'école. Ah oui, non, mais il est trouvable, mais il faut le faire venir en prêt entre bibliothèques et que ça fait 2 kilos à mon avis. Donc voilà, mais c'est vrai que du peu que je connais, donc expliqué de manière complètement littéraire de Maurice Allais, il y a un lien quand même avec Auguste, avec la manière aussi dont De Teuf, qui lui mathématise pas du tout sa manière de voir les choses. Et il y a aussi De Teuf écrit un texte sur la fin du libéralisme qui revient, qui pourrait rebondir sur ce que vous disiez, ce matin sur donc les ruptures qu'on voit. Je vous assurais que De Teuf explique aussi comment est-ce que pour lui le modèle économique tel qu'il est enseigné et tel qu'il a connu par exemple avec son grand prof, il lui rend hommage, Clément Colson, qui était donc prof au Pont et à Polytechnique. Il explique bien que ce modèle-là, déjà dans les années 30, est mort. Et on a donc une conférence de Teuf, mais on a aussi, il avait écrit un ouvrage qui est resté, donc pour l'instant, enfin, qui n'est jamais paru, mais dont j'ai pris en photo, et où il explique vraiment en détail comment le libéralisme, pour lui, n'est plus vivable. Voilà. Mais il était aussi, Allais écrit un texte pour la mort de Teuf. Ils se rencontrent pas longtemps, 3-4 ans, mais effectivement, Maurice Allais rend à plusieurs reprises hommage. Et il faudrait aussi aller voir dans les archives de Maurice Allais, parce qu'il me semble qu'il y a une fondation Maurice Allais. Donc Marianne Abramovici n'est pas là, mais... Donc, Madame Sandy avait une question. Alors, oui. Ce qu'elle a évoqué tout à l'heure me parlait beaucoup, moi, parce que je travaille beaucoup sur rapport Thierry, etc. Donc, ça c'est l'aspect contemporain. Donc, on va lui laisser la parole. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Je pense qu'il va falloir qu'on se rencontre. Oui, avec plaisir, oui. À un moment ou à un autre. Deux remarques rapides, ce n'est pas vraiment des questions, et parce que je vais avoir besoin de lire votre article, et aussi parce que dans l'état d'avancement de mon travail, je n'ai pas fait forcément l'inventaire de toutes les sources. Il y a pas mal de choses qui sont des données secondaires et je n'ai pas forcément eu accès encore à tout. Mais
deux choses m'ont marqué. À un moment, vous avez dit, c'est comme si l'État dit comment les entreprises doivent ou devraient être dirigées. Donc moi, j'ai souligné le dit, puisque j'ai un prisme analyse du discours et évolution des discours. Et je me demande si sur la dimension contemporaine, est-ce que via les consultants et leur benchmarking, c'est pas l'entreprise qui dit comment l'État devrait être dirigé, ou est-ce que c'est pas l'État qui demanderait aux entreprises de leur dire comment est-ce qu'ils devraient être dirigés? Je ne sais pas si on peut le formuler comme ça. J'ai pas encore mis le doigt dans ce qu'on appelle la consultocratie, parce que je sais pas s'il y a quelque chose à en tirer ou pas, puis que ça nécessite un peu une cartographie des acteurs et puis aussi un historique. Et donc, en termes de sources, ça veut dire aller chercher dans les marchés publics, parce que les choses ne sont pas forcément toutes archivées. Et en termes d'accès, donc pour l'instant, je ne sais pas s'il faut se saisir de cette question. Et par rapport au retour aux années 20 et à Fayol versus le Châtelier, c'est rigolo parce qu'on en avait parlé avec Cédric quand il m'avait appelé. Et je suis retombée, je n'ai pas les archives, il faut que je les retrouve, mais un extrait des lettres sur la réforme gouvernementale de Léon Blum, donc ça date de 1918, où il propose d'emprunter et d'appliquer l'exemple anglais de la réforme de Lloyd George et les procédés de l'industrie pour, je cite, déterminer peu à peu comme une méthode Taylor du gouvernement et de l'administration. Je trouve que effectivement, de dire la dispute autour de la notion d'administration et cette théorie administrative, et quand on parle ensuite d'introduire des mécanismes de coordination et de rationalisation de l'action publique, ça mérite effectivement d'être défini. Et dans la notion de réforme de l'État, on a vu réapparaître la notion d'action publique assez récemment. En fait, avant, on avait parlé de modernisation, on a utilisé plusieurs termes. Et oui, je pense que ce serait intéressant d'investiguer un petit peu ces notions, leur évolution et d'aller les questionner. Ce qui pose la question, oui, ça pose la question des sources et de la façon dont on pose le problème. Et très modestement, moi, ça va être un projet de recherche que je présente. Donc, j'en suis vraiment au début. Mais je suis très preneuse de retours et de références là-dessus et d'espace pour mener cette réflexion. Donc, merci de votre apport. Hein. Donc comme vous dites, c'était pas des questions. Je dis juste dans la liste alors entre les années 60 et nous, donc il y a beaucoup d'ouvrages. Hein. Alors oublions les ouvrages de VGE, mais regardons les ouvrages de hauts fonctionnaires. Hein. René Lenoir, inspecteur des finances, Michel Albert, nombreux ouvrages. Paul Maintré-Deloye, tout ça, c'est des inspecteurs des finances. Lionel Stoléru, X-Mil, Jean Perleval, qui est X Aviation Civile. Francis Maire, qui a été ministre des Finances, a fait des livres aussi. Jean-Louis Beffa. Alors, il y a quelque chose d'assez amusant parce que Bertrand Collomb, qui était un X-Min, fait un livre en 2010 avec un journaliste qui s'appelle Michel Drancourt, plaidoyer pour l'entreprise, qui avait fait le même Michel Drancourt 40 ans avant, alors attendez, je calcule bien, 50 ans avant, pardon, le même Michel Drancourt, hein, avec un autre X-Min, Louis Armand, un titre quasi égal, plaidoyer pour l'avenir. Vous voyez, donc il y a quand même des lignes à tracer. Là, moi, c'est bon, évidemment Michel Pébreau, voilà. Et donc, cet aspect historique me paraît important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'histoire des idées et l'histoire de ces personnages. Hein. Donc, vers nous, et Monsieur Hatchwell a raison aussi de souligner vers le passé. Je pense qu'une courroie, bon, j'avais mentionné Tardieu, mais une courroie aussi avant de remonter à ces Rueff aussi qu'il faut regarder absolument. Hein, parce que c'est lui qui fait le lien avec l'avant-guerre aussi. Hein, donc peut-être Tardieu-Rueff et ensuite remonter à Le Châtelier et Fayol, bien sûr. Oui, donc voilà. Si je peux juste une dernière remarque, je ne sais pas où ça en est, je suis en train de regarder, mais en ce moment,
l'IGPDE, qui est un peu l'institut de formation qui appartient à Bercy, ils ont développé une unité de recherche et ils sont en train de constituer des archives orales, donc des archives vivantes. Il faut voir comment est-ce que ces sources s'intègrent, parce que et leurs projets seraient, alors ils sont plutôt branchés management public. Des fois, on a besoin de définir chacun les termes qu'on emploie, mais a priori, leur idée, c'est de faire des séries d'entretiens comme ça, avec des grands personnages de l'État ou les grands serviteurs de l'État. Comme c'est à Bercy, ils sont pour beaucoup ingénieurs des finances, et leur projet, c'est de mettre ces archives à la disposition des chercheurs. Donc, ça peut être intéressant de voir s'il y a des choses à exploiter aussi par rapport à ça, et le statut des sources entre ce qui est écrit et puis les archives orales et les entretiens. Voilà. Ok. Donc, mais faudrait les contacter pour voir où ils en sont. D'accord. Moi, ça m'intéresserait de bosser là-dessus, mais sur la partie transfert public. Mais donc, voilà. D'accord. Très bien, très bien. D'autres remarques, d'autres réflexions par rapport à ça? Peut-être moi, juste une remarque. C'est François Bloch-Lenné, je ne sais plus, tu as dit le nom de son fils, en fait. Ah, pardon, oui, excuse-moi, oui, bien oui, sûr, j'ai confondu, oui, bien sûr, François Bloch-Lenné, bien sûr, oui, voilà. Non. Parce il est inspecteur des finances lui aussi, et le père était inspecteur des finances. Ils sont 3 inspecteurs des finances de père en fils. Oui, il y a aussi une journaliste sur France Culture qui s'appelle Virginie Bloch-Lenné. Oui, elle n'est pas inspecteur des finances. Non, elle n'est pas. Personne n'est parfait. Je me suis permis juste d'envoyer aussi, oui, sur Allais et De Teuf les condoléances que Maurice Allais avait envoyées à la veuve, à Nelly De Teuf, lors de la mort d'Auguste De Teuf, qui était mort assez rapidement, qui avait fait un AVC, qui est mort jeune, hein, puisqu'il avait 62 ou 63 ans. Donc excuse voilà. Pour le colloque, moi je dois m'absenter jusqu'à 14h45. Eh bien, pas de problème. On va te libérer maintenant grâce à la modernité. Il est possible de passer d'un colloque à un autre, d'une réunion, et tout ça, bien sûr, tout autour